Bonjour le public et bonjour le stream et bienvenue pour cet épisode de Parlons peu, Parlons argot enregistré à Travaillorama. L'IA va-t-elle remplacer le travail ? Encore une fois, merci à vous qui êtes présents et présentes dans le public, merci à vous qui êtes en stream, en tout cas et dans le chat, ça fait plaisir et je suis accompagné de Gaël. Ça va Gaël ? Oui, ça va très bien et toi Thibaut ? Ça va super. N'hésite pas à te rapprocher du micro pour qu'on t'entende bien. Je vais rapprocher surtout de moi. C'est bon, normalement nice. Ça devrait aller. Super. Avant de présenter nos invités, peut-être un rappel de l'objectif de nos échanges. Aujourd'hui, on se rend compte que l'IA prend une place prépondérante dans les différentes actualités. Donc c'était pour ça, pour nous c'était important, l'IA est politique, donc c'était important pour nous d'en parler. En plus, il y a des IA qui apparaissent dans des secteurs divers, qui plus est, donc on doit un peu, non pas simplement débunker tout ça, j'ai envie de dire, mais creuser un petit peu cette question de manière scientifique et rigoureuse. Et surtout, on est là pour parler de politique aussi. Donc finalement, est-ce que la politique pourrait encadrer finalement ces IA ? Est-ce qu'on peut encadrer ces grands acteurs et actrices du monde de la tech, j'ai envie de dire. Et pour répondre à ces questions, deux invités exceptionnels. Bonjour Moustapha Zouinard. On peut applaudir nos invités. Bonjour à toutes et à tous et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On est très touchés aussi. N'hésitez pas à vous rapprocher des micros ou rapprochez plutôt vos micros plutôt, ouais, comme ça on vous entend bien. Moustapha Zouinard, pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur associé d'ergonomie au CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, National des Arts et Métiers, pardon. Vous êtes researcher au Orange Labs, pardon. Vous avez un intérêt tout particulier sur l'IA qui touche les contextes du travail en tout cas. Et vous avez rédigé une pluralité d'articles, notamment sur l'IA, les interactions homme-machine, etc. Donc un acteur tout à fait dédié pour cette table ronde, c'est parfait. Et avec nous aussi Adrien Talent, doctorant en philosophie, éthique et philosophie. Doctorant ou docteur ? Doctorant toujours ? Doctorant pour. Doctorant toujours. Ma soutenance c'est dans 2 semaines. Eh ben on croise les doigts. On croise les doigts. Donc doctorant en philosophie éthique et éthique et philosophie politique du numérique et de l'IA à Sorbonne Université. Ta thèse, gouvernance et éthique de la donnée, gouvernance par la donnée, vers un nouveau contrat social, c'est ça ? Oui. Nice. Enfin, j'ai changé de titre, mais bon. On va garder. C'était le premier titre. On garde ce titre. Ça marche. Tiens, allez voir la thèse. Quand elle sera sortie, allez la voir. Aussi, j'ai noté aussi écrivain, quelque part le temps s'arrête, enseignant à l'ISIT de Paris, Panthéon, Assas et Sciences Po Paris, et membre du GDR Internet IA Société au CNRS. C'est tout bon ? C'est tout bon. Incroyable. Eh bien écoute, je laisse la parole à Gaëlle pour démarrer cette table ronde. Oui, alors du coup là l'idée en tout cas de cette première partie de notre échange, ça va être vraiment de venir redéfinir aussi ces systèmes, ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Et pour ça, je vais commencer par m'adresser à vous, Moustapha. Globalement, quand on parle de système d'intelligence artificielle, les gens peuvent avoir parfois tendance à s'imaginer par exemple des robots. Est-ce qu'on peut définir assez simplement ce qu'est concrètement une IA, comment ça fonctionne et aussi quels sont les types d'IA qui existent, comment les distinguer ? Oui, alors l'intelligence artificielle aujourd'hui renvoie à des algorithmes, des programmes, des modèles informatiques qui sont capables de réaliser diverses tâches cognitives et de perception, et ceci à partir d'un entraînement, d'un apprentissage qui repose sur l'utilisation de beaucoup de données. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage automatique ou machine learning. Ce qui est caractéristique de l'apprentissage automatique, c'est que les systèmes d'IA qui sont développés ne sont pas programmés de manière explicite. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Il y a aujourd'hui une technique d'apprentissage automatique qui est très utilisée et qui est la plus populaire, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage profond ou deep learning qui repose sur l'utilisation de réseaux de neurones artificiels. Ce type de technique d'apprentissage, ce type de réseau de neurones artificiels est à la base des fameux grands modèles de langage comme ChatGPT, Mistral, etc., etc. Bien. Alors pour vous donner un exemple relativement simple, imaginons que l'on cherche à concevoir un système d'IA qui va être capable d'identifier des fractures sur des radiographies.
Dans un premier temps, il faut collecter une grande masse de données, de radiographie sur lesquelles il y a des fractures. Ensuite, on va choisir un algorithme particulier, et en l'occurrence, on va choisir un algorithme d'apprentissage profond, parce que ce sont les algorithmes aujourd'hui les plus efficaces. Puis on va réaliser l'entraînement. Et une fois que l'entraînement a été réalisé, une fois que l'apprentissage a été réalisé, ce qui va sortir, entre guillemets, c'est un modèle d'IA qui consiste en une optimisation de très nombreux paramètres. Et ce modèle d'IA va être capable de détecter des fractures sur des clichés radiologiques. Donc aujourd'hui, si je devais synthétiser un petit peu à la hache, je dirais que l'IA, c'est beaucoup de données. Dans un premier temps, c'est des algorithmes, en particulier d'apprentissage automatique. C'est beaucoup de calculs. Il faut bien comprendre que derrière l'IA, il n'y a rien de magique. C'est beaucoup de calculs mathématiques. D'accord ? Et puis, la dernière composante, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire le modèle d'IA. Le modèle d'IA qui résulte de l'apprentissage. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il existe d'autres types de techniques d'intelligence artificielle. Par exemple, l'IA symbolique. L'intelligence artificielle symbolique, qui existe aussi depuis à peu près les années 50, eh bien, est différente de l'apprentissage automatique dans le sens où il n'y a pas d'apprentissage. Développer un système d'IA à partir de l'IA symbolique consiste à écrire des règles de façon explicite. Donc il s'agit de programmes explicites, de règles que le système d'IA va devoir suivre pour réaliser une tâche donnée. Alors c'est relativement simple, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'idée c'est quoi ? C'est par exemple, imaginons que vous cherchiez à développer un système d'IA qui va être capable de poser un diagnostic médical à partir de symptômes. Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez écrire des règles qui vont faire des liens entre des symptômes et des maladies. Et le fonctionnement du programme est relativement simple. À partir du moment où vous lui donnez des symptômes, il va être capable d'inférer des maladies. Alors, il y a, je pense, 2 points très importants à garder à l'esprit également à propos des systèmes d'IA qui reposent sur l'apprentissage profond, puisque c'est ce qui est aujourd'hui populaire. Il y a 2 limites importantes. Une première limite importante, c'est que ces systèmes d'IA qui reposent sur le machine learning, c'est le cas de l'IA générative comme ChatGPT, Mistral, etc., eh bien, ce sont des modèles qui fonctionnent de manière statistique probabiliste. Donc, il y a un peu d'aléatoire. C'est pour ça que parfois, quand vous utilisez ChatGPT ou Mistral, etc., vous obtenez des résultats qui ne sont pas bons, de fausses informations, des faits qui sont inventés. C'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, des hallucinations. Alors, quand on dit hallucination, c'est un bien grand mot. En réalité, derrière, c'est des calculs probabilistes. Donc, attention à l'anthropomorphisme. D'accord ? Ça, c'est une première limite importante qui a des conséquences, bien entendu, en termes d'usage. Une deuxième limite, très importante, concerne justement le fonctionnement de ces modèles d'IA qui reposent sur l'apprentissage profond. Ce sont des modèles qui sont éminemment complexes. Je vous ai dit que ça réalise énormément de calculs et ça repose sur des milliards de paramètres. Donc il est très difficile de comprendre le fonctionnement de ces modèles d'IA, notamment lorsqu'ils produisent un résultat. Ça renvoie au problème de l'opacité, c'est-à-dire que ces modèles vont être considérés comme des boîtes noires, dont il est difficile de comprendre le fonctionnement. Et c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, donc ça donne lieu à énormément de recherches autour de ce qu'on appelle l'explicabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut générer des explications qui expliquent les résultats. Et ceci, évidemment, est très important aussi en termes d'usage. Un dernier point, j'ai peut-être été très long, il faut également garder à l'esprit qu'il n'existe pas une intelligence artificielle, vous aviez commencé à le dire dans votre question, mais une diversité de programmes, d'algorithmes, de modèles, de systèmes. Donc le monde de l'IA est en réalité très hétérogène, et cette hétérogénéité ne soulève pas du tout les mêmes questions. D'accord, merci beaucoup pour en tout cas cette explication très complète et l'exemple qui l'accompagne. C'est bien parce que Moustapha, vous avez fait la parfaite transition avec la question suivante en parlant notamment de ChatGPT. On connaît aujourd'hui en tout cas beaucoup de noms d'IA. Il y a ChatGPT, il y a OpenAI, il y a Gemini, il y a Copilot.
qui commence à être connu du grand public. Et du coup, là, l'idée, c'est de savoir, je vais m'adresser maintenant à vous, Adrien, de savoir comment, on a expliqué un petit peu le fonctionnement de l'IA de façon assez générale, mais du coup, comment vont fonctionner ces différentes IA, quelles sont les valeurs parfois peut-être qui tiennent à ces concepteurs et qui vont venir les alimenter et qui vont aussi parfois influencer les réponses qui vont nous être données. Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur les idées qu'il y a derrière la conception de ces IA, derrière l'alimentation, on l'a vu avec l'explication de Mustapha en données, et du coup, comment est-ce que ça va influencer leurs réponses face à nos questions ? Merci. Oui, alors effectivement, je pense qu'avant même peut-être de répondre ou de faire un détail sur les différents types d'IA et donc comment est-ce qu'elles sont entraînées et quelles sont les valeurs justement qui sont sous-entendues derrière, peut-être j'aimerais rappeler pour commencer du moins en fait cette idée qu'effectivement on parle de valeurs qui sont disons sous-entendues derrière des modèles d'IA et du coup certaines valeurs qui seraient transmises par ou que les modèles d'IA représenteraient en fonction de leurs créateurs ou en fonction des entreprises ou en fonction des pays desquels elles proviennent. Et du coup, rappeler le fait assez, disons, premier que quand on parle de technologie, et donc a fortiori quand on parle d'intelligence artificielle évidemment, il faut toujours se garder de considérer la technologie comme étant quelque chose de complètement neutre, qui est pourtant une opinion qui est très, disons, très partagée alors à la fois disons, dans le grand public, mais aussi, et encore plus, et c'est peut-être ce qui est le plus problématique, dans le monde des ingénieurs, enfin du moins de ceux qui développent les modèles d'IA, puisqu'on entend souvent cette phrase qui est l'IA c'est ni bien, enfin la technologie c'est ni bien ni mal, tout dépend de ce que j'en fais, puisque je pourrais utiliser une technologie pour un objectif vertueux comme pour le mal d'une certaine manière. Et en fait, le problème derrière cette considération, c'est que du coup, on a souvent tendance à considérer que la technologie, ou que aujourd'hui l'intelligence artificielle, finalement, ça représente un peu rien. C'est juste un outil comme un autre. Et donc, c'est les fameux exemples type le couteau qui peut servir à découper une tomate ou à découper quelqu'un. Et donc, effectivement, on peut se dire, le couteau en lui-même, il n'a pas une vraie valeur en tant que tel. Mais en fait, quand on réfléchit à la technologie, et surtout quand on réfléchit à l'IA, le truc, c'est qu'une technologie, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était créé, disons, ex nihilo et qui existait un peu en lévitation au-dessus de la société. Et à partir de ces technologies, on chercherait à l'appliquer à différents cas d'usage. En fait, la technologie, elle est développée dans des contextes très précis, selon des pressions ou selon des influences. Alors, ça peut être des influences historiques, ça peut être des influences culturelles, des influences financières, et tout simplement des influences personnelles de celles et ceux qui les développent. Donc, en fait, déjà là, dans la première même conception, en fait, il y a déjà une sorte d'esprit ou de valeur ou de volonté ou d'idéologie, parfois même inconsciente, qui sont présentes. Et donc ensuite, quand on s'intéresse un peu plus précisément à la question de l'intelligence artificielle, donc effectivement, vous en avez cité pas mal, donc ChatGPT, Gemini, alors on peut citer Grok d'Elon Musk, puisqu'effectivement, c'est un exemple intéressant quand on pense à intelligence artificielle et idéologie, ou intelligence artificielle et valeurs politiques. Et donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que, en effet, disons, si on prend une valeur relativement commune et relativement partagée par tous les concepteurs d'IA, déjà, c'est une grande confiance dans la technologie. Ce qu'on appelle parfois technosolutionnisme ou solutionnisme technologique, et donc cette idée de se dire que, en fait, disons, la technologie va résoudre tous nos problèmes, et que la solution à tous nos problèmes, au hasard, aux problèmes écologiques, serait, en fait, la solution serait la technologie qui nous aiderait, et en fait, on pourrait ne rien changer à notre mode de vie, et quand même relever ce défi. Donc, à la base disons, de tout ce milieu technophile, il y a cette sorte de surconfiance dans la technologie et cette grande confiance dans en fait, la machine qui serait donc plus rationnelle, plus performante, plus efficace, finalement presque meilleure que l'individu, puisque effectivement donc Mustapha l'a parfaitement expliqué sur disons le fait que les IA elles sont nourries de données, et donc comme on se représente un peu les données comme des outils mathématiques
ou des outils statistiques en fait presque parfaits, eh bien, il serait, de ce point de vue-là, l'IA serait complètement infaillible versus les êtres humains, où nous, on serait complètement faillible parce que on est soumis à nos émotions, parfois on a faim, parfois on est énervé, parfois on est triste, parfois on est heureux, etc., etc. Et donc après, si on rentre dans le détail maintenant des différents modèles d'IA, évidemment, on sent bien qu'il y a quand même une différence entre, je citais Grok d'Elon Musk et ChatGPT. Puisque tout ça, ou Gemini de Google par exemple, puisque ça a été même au centre de tout un tas de débats autour de ce qui a été présenté surtout par, disons, l'aile conservatrice politique de l'IA woke, et que Elon Musk, sa grande promesse avec Grok, c'est de dire, voilà, moi c'est une IA, elle n'est pas woke, elle ne cherche que la vérité, etc. Voilà, évidemment, on se rend bien compte que déjà derrière cette phrase, il y a quand même déjà un petit problème. Et donc, grosso modo, effectivement, ChatGPT ou Gemini, disons, sont tout de même, d'une certaine manière, alignés sur des valeurs, on va dire, relativement progressistes ou démocratiques, ou, disons, sont relativement alignés avec les valeurs, disons, occidentales, au sens très large, et même avec des guillemets autour d'occidentales, mais avec, ces sortes de valeurs un peu de progressisme ou de démocratie. Elles sont beaucoup, ce qu'on appelle fine-tunées, donc elles sont modérées et affinées pour justement éviter, au fur et à mesure, qu'elles racontent un petit peu des choses problématiques ou dangereuses, au fur et à mesure disons, des différents scandales qui peuvent arriver. Et à l'inverse, effectivement, l'exemple de Grok avec Elon Musk nous montre bien qu'en fait, à un moment, un patron d'entreprise peut réellement, en fonction de son idéologie politique propre, modifier ou avoir une influence majeure sur le modèle d'IA de son entreprise. Et donc Elon Musk, effectivement, il y a en ce moment eu une enquête au niveau européen sur, en fait, dans quelle mesure est-ce que Elon Musk avait, entre guillemets, bidouillé ses algorithmes donc à la fois sur Grok et à la fois sur X Twitter, pour que ça mette en avant le contenu avec lequel il était le plus d'accord, à savoir les contenus d'extrême droite. Et donc là, évidemment, on sent bien qu'il y a un enjeu politique majeur derrière tout ça. Pour faire un pas sur la question de la révolution, on voit bien sur la presse spécialisée, mais aussi la presse non spécialisée, que l'IA est vue comme une révolution. On peut penser à des révolutions un peu industrielles, on peut penser à la révolution aussi de l'Internet, la mécanisation, la robotisation, dans certains secteurs de différentes industries, primaires, secondaires, même tertiaires. En tout cas, l'IA est perçue, on l'a vu avec Gaël et l'équipe édito, est vue comme une révolution. Moustapha, on avait cette question pour vous, c'est est-ce que l'IA est à prendre comme une nouvelle révolution professionnelle, industrielle on est sur cette question-là. Est-ce que c'est vraiment une révolution au sens premier du terme ? Alors, tout d'abord, l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. L'IA existe depuis les années 50. Et l'IA a déjà été plus ou moins utilisée dans les entreprises. Et ce qui a été surtout utilisé, ce sont des systèmes d'IA symboliques, les fameux systèmes experts, qui étaient censés simuler de l'expertise. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'IA dans un mouvement qui est né il y a bien longtemps, au moins dans les années 40, c'est l'automatisation, avec cet objectif d'automatiser des tâches, d'automatiser des métiers. De ce point de vue, ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est que les systèmes d'IA d'aujourd'hui, tels qu'ils sont utilisés, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, de l'usage organisationnel de l'IA, et de son utilisation, bien entendu, soulève à peu près les mêmes questions qu'on a connues dans la période de l'automatisation. Par exemple, la question du remplacement de l'humain par des machines. Alors, c'est une question qui se pose depuis bien longtemps. Elle avait commencé déjà au moment de la révolution, évidemment, industrielle. C'était la mécanisation, ce n'était pas encore l'automatisation. Et
de façon plus générale, la question qui se pose, c'est celle de la fameuse destruction créatrice ou création destructrice. C'est-à-dire que d'un côté, on détruit des emplois et puis de l'autre, on en crée. Donc vous avez beaucoup d'études, par exemple, qui tentent justement de montrer à la fois ce qui va être détruit en termes d'emploi, mais aussi ce qui va être potentiellement créé, parce que peut-être que de nouveaux métiers vont apparaître, il va y avoir besoin de beaucoup plus de data scientists, de roboticiens, etc. etc. C'est une première question qui se pose aujourd'hui avec les systèmes d'IA. Il y a d'autres questions importantes qui reviennent, si j'ose dire, sur le tapis. La question de l'érosion de l'expertise, la perte des compétences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous confiez de plus en plus de tâches à des machines, que les machines réalisent des tâches à votre place, n'y a-t-il pas là un risque de perte de compétences, de perte d'expertise, de dépendance cognitive, avec potentiellement aussi de la réduction, de la perte de l'autonomie? Donc on retrouve un certain nombre de questions qui avaient été soulevées pendant la période précédente de l'automatisation. Cependant, ce qu'on peut dire à propos de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins 3 phénomènes peut-être nouveaux, 3 changements significatifs. Tout d'abord, c'est l'ampleur de l'automatisation. En effet, aujourd'hui, nous disposons de systèmes d'IA qui sont multitâches. On a parlé des systèmes d'IA génératifs, comme ChatGPT, etc., qui sont capables de réaliser de très nombreuses tâches. Alors, évidemment, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ou la superintelligence, mais on voit bien qu'on commence à avoir des systèmes multitâches capables de réaliser de plus en plus de tâches. Donc, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure, justement, on ne risque pas d'observer une automatisation de beaucoup plus grande ampleur qu'avant. Le deuxième changement significatif de mon point de vue, toujours dans le contexte du travail, c'est l'accès généralisé à l'IA. Aujourd'hui, on peut très facilement avoir accès à l'IA, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on peut aller utiliser un grand modèle de langage sur Internet. On peut s'abonner à tel ou tel système d'IA génératif et on peut l'utiliser au travail sans problème, sans que ce soit proposé par l'entreprise d'ailleurs. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et on le voit bien. L'IA est de plus en plus utilisée par les salariés sans que les systèmes aient été mis en place par les entreprises. D'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, on parle beaucoup de Shadow AI, le fait que beaucoup de salariés utilisent l'IA sans que l'entreprise le sache, ce qui pose tout un tas de problèmes de sécurité des données d'entreprise. Et puis, troisième changement significatif, on va y revenir, c'est l'apparition de nouveaux systèmes qui n'existaient pas avant. C'est les fameux systèmes d'IA générative, c'est les grands modèles de langage qui est peut-être une révolution qui date d'à peu près 2017. C'est parti d'un article de chercheurs de Google qui ont écrit un article dans lequel ils proposaient justement de nouvelles architectures d'IA, les fameux transformers. Et c'est vraiment à partir de là qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde de l'IA générative. Alors, est-ce qu'on peut parler de révolution ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Alors, à défaut de parler du coup de révolution en tant que telle, on a parlé en tout cas des différents changements qu'il pouvait y avoir. Et Adrien, tout à l'heure, vous nous avez dit que justement les chefs d'entreprise avaient une influence aussi sur les systèmes forcément qu'ils choisissaient d'IA. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur justement leur rôle à jouer dans la mise en place de ces IA au sein des entreprises et dans la régulation des risques que ça peut comporter, On parlait notamment de tout ce qui va être perte de compétences, risque de perte de compétences tout à l'heure. Et voilà, et quel, on va dire... comment peuvent-ils faire pour justement réguler ces risques et quelle influence vont-ils avoir là-dessus dans la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle dans les entreprises et dans le monde du travail ?
Alors oui, effectivement, c'est évident que les patrons d'entreprise et même on va dire même les entreprises de manière générale, évidemment, ils et elles ont un rôle clé à jouer et jouent en fait un rôle prépondérant dans en fait le fait qu'aujourd'hui, tout simplement, il y ait de plus en plus de modèles qui soient développés et qu'ils soient de plus en plus utilisés. Alors évidemment, quand on parle du rôle des chefs d'entreprise, évidemment, il y a plein de distinctions à faire, justement, ne serait-ce qu'entre une entreprise qui développe ses propres modèles d'IA et une entreprise qui achèterait ou louerait une licence ou qui, disons, utiliserait un modèle d'IA développé par, donc, au hasard, des grandes entreprises technologiques américaines. Donc déjà, entre ces deux-là, il y a évidemment, une distinction à faire sur leur rôle, puisque pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui développent les modèles d'IA, évidemment, eux, leur rôle, leur rôle est crucial, disons, il est de premier plan dans le développement de l'intelligence artificielle, puisque donc, ils les développent, et puis même, comme pour eux, l'intelligence artificielle, c'est leur produit, ou c'est le service qu'ils vendent, évidemment, eux, leur intérêt premier, c'est de faire en sorte que le plus de personnes dans le monde l'utilisent. Et effectivement, quand on parle de Shadow AI, effectivement, c'est une bonne manière, ou on pourrait même dire c'est une bonne stratégie, pour contourner le fait que potentiellement il y ait des entreprises ou des chefs d'entreprise qui sont un peu frileux au fait de développer l'IA, en contournant ça par le biais de l'utilisateur individuel qui va se mettre à l'utiliser dans sa vie personnelle pour tout un tas de questions, organiser un voyage, être son psy, chercher des réponses à des questions et donc remplacer un moteur de recherche, etc., etc. Et donc qui finalement, en habituant l'individu en tant qu'utilisateur à utiliser le modèle d'IA, il va se mettre à l'utiliser aussi dans son travail. Et finalement, les chefs d'entreprise, ils vont bien être, disons, confrontés à une sorte de politique du fait accompli qui est que les employés utilisent l'IA, donc essayons de faire quelque chose et essayons de développer l'IA. Et donc, évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte économique et dans un contexte historique qui est une grande privatisation quand même de tous les enjeux technologiques. C'est-à-dire que là où pendant très longtemps, tout ce qui était de l'ordre du progrès technologique était aussi très largement du fait d'entreprises publiques, de laboratoires de recherche publics, etc., etc. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est tout de suite des entreprises qui nous viennent en tête, puisque il y a une vraie, pour le coup, il y a une vraie délégation, non pas de la décision à l'IA, mais une délégation de la recherche et de l'innovation aux entreprises, 100%. Et donc évidemment, eux, ils ont un rôle important dans, disons, le développement des architectures techniques, dans le modèle d'IA qu'on s'imagine et les modèles d'IA qui sont appelés à dominer le marché. Et donc la question de la régulation, alors la question de la régulation est une très vaste question, mais juste pour en dire deux mots, en fait le truc c'est qu'évidemment les entreprises, elles n'ont pas vraiment un rôle à jouer dans la régulation, dans le sens où par définition la régulation ça vient d'instances régulatrices, qui sont pour le coup davantage au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau juridique, et les entreprises ont ensuite par la suite un devoir d'implémenter, de respecter ces règles et ces lois. Et d'ailleurs, elles cherchent bien à mettre en avant le fait qu'elles ne sont pas du tout responsables, que elles ne font que développer des modèles d'IA, et qu'en fait, vous, responsables politiques, vous devriez vraiment prendre au sujet cette question, parce que nous, on est en train de faire quelque chose, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et donc évidemment, là, il y a un enjeu, où il y a des oppositions qui se font entre pouvoir public et donc instance régulatrice et les entreprises qui, par définition, cherchent un peu à se déresponsabiliser et à naviguer dans cet océan d'IA. Ok. Un truc qui nous a un peu fait tiquer pendant nos recherches quand on a construit justement ce conducteur et cet épisode, c'était que quand on va sur le site du gouvernement, alors peut-être qu'ils ont changé depuis, mais quand on va sur le site du gouvernement en tout cas et qu'on regarde la question de l'IA, il y a la question de la pénibilité qui apparaît. En tout cas, la question de l'IA pourrait effacer, plus ou moins, la question de la pénibilité dans certains secteurs d'activité. Si on parle de travail, si on parle d'activité, il faut qu'on parle aussi de la question de la pénibilité. Et Mustapha, on avait cette question pour vous, c'était, est-ce que certains métiers jugés trop pénibles, et surtout parfois par des acteurs qu'on pourrait qualifier d'extérieurs au travail, même aux questions prépondérantes du travail,
est-ce que donc ces acteurs-là qui qualifient ces métiers de pénibles, finalement, est-ce que ces métiers, vu qu'on est sur une mutation, si on ne peut peut-être pas parler de révolution, mais on est sur une mutation, est-ce que ces métiers pourraient disparaître ? Ce serait quoi l'impact, surtout, de ces disparitions et même la place, maintenant, de la pénibilité aujourd'hui avec l'IA ? Est-ce que ce mot, finalement, ce concept, il change aujourd'hui ? Alors, un premier point important, c'est qu'il existe encore beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur de l'automatisation. Ce sujet est traité depuis longtemps, hein, depuis à peu près 2013. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur cette ampleur de l'automatisation. Vous avez beaucoup d'études projectives dont les résultats varient énormément, entre par exemple 9% et 47% de risque, de probabilité d'automatisation totale des métiers, ce qui est quand même assez conséquent en termes de variation. Aujourd'hui, dans les études en particulier économiques, on parle moins d'automatisation, on parle plutôt de risque d'exposition. Le risque d'exposition étant soit un remplacement, une automatisation totale, soit on continue de travailler avec l'IA, avec éventuellement une automatisation partielle. Concernant ces études, et je reviendrai sur la question de l'automatisation de tâches dites pénibles, concernant ces études, il me semble aussi important de souligner deux limites. Une première limite à ces études, c'est qu'elles sont d'une certaine façon technodéterministes. C'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser aux capacités de l'IA, et puis elles vont prendre des métiers qu'elles vont découper en tâches, et puis le but du jeu, entre guillemets, alors je simplifie énormément, hein, c'est beaucoup plus complexe, c'est de voir ce qui risque d'être automatisable ou pas. Mais on sait très bien que dans les choix d'automatisation, il y a des choix organisationnels, il y a des choix sociaux, voire politiques, qui peuvent jouer justement sur ce qui va être automatisé ou pas. C'est comme si un petit peu on considérait le travail dans un vase clos, où vous aurez la technique ou des technologies qui arrivent un petit peu comme des météorites et puis qui vont impacter finalement le travail. Mais on sait très bien que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc le problème avec ces études, hein, c'est qu'elles sont teintées de technodéterministes. C'est-à-dire que c'est de donner un pouvoir très fort finalement au déterminisme technique. La deuxième limite, importante aussi, c'est que dans ces études, on s'intéresse plutôt au travail prescrit. C'est-à-dire qu'on prend les métiers, on les découpe en tâches, on va se référer à une base de données de tâches, et c'est à partir de là qu'on va faire des projections sur l'automatisation. Or, comme on le sait en ergonomie notamment, le travail réel ne se réduit pas au travail prescrit. Il y a une différence fondamentale entre travail prescrit et travail réel. Donc ces études ne tiennent pas compte de cette différence fondamentale parce que, comme on le sait très bien en ergonomie, ce que font les travailleurs et les travailleuses au travail, parfois, c'est beaucoup plus que le travail prescrit. Et le travail qui est réalisé in situ, en situation, est parfois différent des tâches qui sont prescrites ou du travail prescrit. Donc, ce sont des points vraiment importants à considérer quand on regarde les études sur l'automatisation du travail. Parce que ça va dépendre de choix organisationnels, de choix politiques, ça va dépendre aussi sans doute de la régulation, etc., etc. Maintenant, pour revenir à la question de la pénibilité et de l'automatisation de tâches réputées pénibles ou fastidieuses. Le discours qu'on entend depuis quelques années, c'est que l'IA va permettre d'automatiser des tâches fastidieuses, des tâches répétitives, des tâches pénibles. Alors c'est une idée intéressante, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, on le voit dans les usages de l'IA, vous avez des travailleurs et des travailleuses qui disent que ça leur permet d'automatiser des tâches pénibles, fastidieuses, etc. Mais il faut faire attention à ne pas généraliser ce discours et cette idée. Pourquoi ? Parce que une tâche que l'on peut a priori voir comme pénible ou fastidieuse, elle peut avoir du sens.
Donc il faut, je pense, non seulement s'intéresser au travail réel, mais à l'expérience du travail. La dimension expérience du travail est véritablement importante pour justement penser ce qui peut être de façon pertinente être automatisable ou pas. Or, cette dimension expérience, et la question du sens du travail, est souvent négligée dans les discours sur l'intelligence artificielle. Si il peut paraître intéressant d'automatiser des tâches pénibles, fastidieuses, etc., je pense qu'il faut partir justement du travail réel et de l'expérience du travail. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup, Mustapha. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait au sujet de cette automatisation-là, dans plusieurs secteurs d'activité, actuellement, on retrouve beaucoup cette crainte d'être remplacé. Je pense notamment à un mouvement qui était celui de Touche pas à ma VF pour les doubleurs, remplacé par des IA qui seraient donc plus efficaces que les travailleurs en termes de productivité. Adrien, est-ce que vous pensez que les IA, justement, par leur capacité, pourraient se substituer à des savoir-faire humains, enfin en tout cas jusqu'alors portés par des travailleurs sur de nombreux domaines, comme par exemple justement celui artistique là. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que si on s'intéresse juste au mot savoir-faire, c'est intéressant de se dire, est-ce que quand l'IA fait quelque chose, est-ce que, entre guillemets, est-ce qu'elle le sait vraiment ? Et en fait, sans doute que la question, à la question, est-ce que l'IA va remplacer des savoir-faire ? En fait, là, pour le coup, la réponse, elle est non, puisqu'en fait, au-delà du savoir-faire, un savoir-faire, c'est pas simplement être capable de faire une tâche, mais c'est d'avoir aussi une connaissance et une habitude et une relation à ce travail, qui, elle, pour le coup, en fait, est par définition, dans son aspect relationnel ou émotionnel ou presque sentimental, est quelque chose qui reste très humain. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on peut substituer à des savoir-faire des tâches réalisées par l'IA, par des soucis d'efficacité, et alors au-delà des soucis d'efficacité, par des soucis de rentabilité. Et là, effectivement, malheureusement, malheureusement, mais malheureusement du moins pour les travailleurs et travailleuses qui risquent d'être impactés, il y a tout un tas de secteurs où manifestement les résultats présentés par l'IA sont, on va dire entre guillemets, suffisants pour les entreprises, suffisants pour que elles leur permettent de remplacer des emplois et de supprimer des emplois pour être plus efficaces. Donc on a pensé... vous mentionnez le doublage, donc la traduction, enfin bref, il y a tout un tas de tâches que effectivement elles semblent pouvoir être automatisables. Alors après, de manière plus globale, on peut dire, et c'est effectivement ce que dit Mustapha, l'idée que c'est beaucoup des emplois qui sont entre guillemets reconfigurés plutôt que réellement remplacés de A à Z. Et pour revenir sur cette question de perte de sens, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on cherche à définir l'intelligence artificielle, donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle, il y a souvent deux questions qui viennent, ou deux problématiques, qui est que plus on délègue des tâches à des systèmes d'intelligence artificielle, plus on crée en fait deux phénomènes qui sont, alors je vais faire la traduction française, mais qui sont des vides de responsabilité, c'est-à-dire que assez mécaniquement, quand on délègue des tâches à une entité artificielle ou machinique qui donc sera par définition non responsable, on a un problème là de responsabilité, de savoir qui est responsable de telle ou telle tâche. Et le deuxième, c'est un vide de sens, puisque souvent les tâches complexes qui nécessitent notre intelligence et donc qui potentiellement sont remplacées par l'intelligence artificielle, elles ont un sens important pour nous, pour notre vie. Il suffit de constater le fait que dans notre vie, à quel point est-ce que une grande majorité d'individus se définissent par ce qu'ils font dans leur travail. Et donc en fait, si d'un coup, ce qu'ils font dans leur travail n'a plus de sens, en fait, il y a un peu une sorte de perte de sens totale qui est qu'est-ce que je fais sur Terre ? Et donc là, évidemment, ça impose de se reposer des questions derrière tout ça. Donc c'est pour ça que ça, c'était intéressant. Et donc, voilà. Et donc, au-delà de simplement la question de perte de savoir-faire, c'est plus, il y a un risque de dépossession. Alors, un philosophe bien connu qui s'appelle Bernard Stiegler parlait notamment de prolétarisation, c'est-à-dire qu'en fait,
Maintenant, nous devenons tous des prolétaires et en fait, le statut de prolétaire n'est plus seulement réservé, entre guillemets, au travail manuel dans les usines. Mais finalement, on est tous un peu dépossédés de ce qu'on produit et donc de notre savoir-faire à partir du moment où on le délègue à une intelligence artificielle qui le fait à notre place, entre guillemets. Et du coup, justement, pour rebondir sur cette question-là, en tout cas de perte de sens par les personnes qui, comme vous le disiez, ont tendance parfois à se définir en partie par ce qu'elles font dans leur vie, par leur travail. On pourrait penser justement à cette notion-là, Mustapha, d'automatisation partielle, qui pourrait peut-être amener une collaboration entre l'opérateur et les systèmes d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est souhaitable? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place dans nos entreprises cette collaboration? Et dans la société en général, est-ce qu'il y a des recommandations, des petits tips qui permettraient en tout cas d'amener cette collaboration de façon saine aussi pour les travailleurs et justement pour ne pas leur rajouter de la charge de travail par mécompréhension des systèmes, en tout cas ces idées-là. Comment amener cette collaboration-là si l'on considère qu'en tout cas ce serait le bon compromis entre une automatisation totale et pas d'automatisation du tout, quelque part? Cette idée de collaboration humain-IA est aujourd'hui très populaire d'une certaine façon. Elle renvoie à l'idée de complémentarité entre humain et IA. Et elle est intéressante parce qu'elle nous sort justement de la substitution, du remplacement. L'idée, c'est que l'humain travaille avec de l'IA, d'assister l'humain. Donc c'est une idée qui est intéressante. Cela étant, la notion de collaboration est à prendre avec beaucoup de vigilance. Tout d'abord, la notion de collaboration ne rend pas compte des différentes relations que les salariés peuvent développer avec des systèmes d'IA. Vous avez des salariés, ou des travailleurs, des travailleuses qui vous disent tel ou tel système d'IA, dans mon usage, ça n'est qu'un outil. Et en aucun cas, un collaborateur, ou un équipier, ou un partenaire, ou un collègue, etc. Donc, dans ce cas-là, parler de collaboration humain-IA est problématique. D'accord ? Parce que la personne vous dit non, pour moi, c'est juste un outil qui m'aide dans mon travail. Donc, il faut être vraiment prudent de ce point de vue-là. Il me semble que c'est beaucoup plus intéressant de parler de configuration humain-IA ou de configuration de relation humain-IA. La notion de configuration est intéressante parce que c'est une notion qui est ouverte. On peut avoir une configuration dans laquelle il peut y avoir une collaboration. Vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui vous dit ce système, je le vois comme un partenaire. Pourquoi pas, hein, oui. Parce que si on part de son expérience de l'interaction avec les systèmes d'IA, pour cette personne-là, c'est un petit peu comme un partenaire. Et puis, vous allez avoir, comme je le disais avant, des salariés qui vont vous dire non, c'est juste un outil, hein, comme un couteau. Hein, là, j'exagère un petit peu, mais ça s'arrête là. Donc, il faut faire vraiment très attention à l'utilisation de cette notion de collaboration. Deuxième point, c'est que quand on regarde les études sur la collaboration humain-IA, en réalité, on ne peut pas véritablement parler de collaboration. C'est au mieux du partage de tâches, de la coordination de tâches. Or, la notion de collaboration suppose beaucoup plus que cela. Quand on collabore avec d'autres personnes, on va discuter des buts à atteindre. On va discuter des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les buts. La collaboration nécessite un monde intersubjectif, un partage de contexte, et qui doit, ce partage, se faire de manière dynamique. Ça aussi implique de la négociation. Donc ça implique beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas encore dans les interactions entre humains et intelligence artificielle. Troisième point, c'est encore une fois quand on regarde les études, du point de vue de la performance, ce qu'on a pu constater, c'est que quand on combine humain et IA, on n'obtient pas toujours de meilleures performances que l'humain seul ou que l'IA seul. En fait, ça dépend, si vous voulez, des tâches. Donc, il faut être vraiment très prudent sur l'utilisation de cette notion de collaboration humain-IA. Alors, elle est intéressante, encore une fois. Je ne dis pas qu'elle n'a aucun intérêt, mais il faut être prudent. Et moi, pour l'instant, je lui préfère la notion de configuration humain-IA, sachant qu'il peut y avoir de la collaboration, évidemment, si c'est ce qui est vécu
par les salariés. Alors en termes de tips, un tips peut-être, ou un type, ce que je dirais, c'est que eh bien pour concevoir des configurations humain-IA, il me semble que c'est important de partir du travail réel, de l'expérience du travail, et ceci en s'inscrivant dans des démarches de conception centrées utilisateurs, des démarches participatives, et sans oublier, bien entendu, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et il faudrait beaucoup plus de temps, l'importance du dialogue social. Ce sera la dernière question, et elle est pour toi, Adrien. Il faudra juste faire pas trop long. C'est la question de... non, mais c'est la question, on voulait aborder quand même comment parce que j'ai parlé du site du gouvernement tout à l'heure, comment notre société, elle organise cette mutation du travail, mais de notre société en général, parce que voilà, on a vu finalement l'IA qui peut même devenir un peu prescriptrice avec cette vision. Si on garde cette vision technocentrée, même sur le travail, on pourrait y voir comme un nouveau prescripteur. On n'a pas eu le temps d'en parler, c'est vrai que le temps nous manque un petit peu, mais on voulait quand même clôturer cette table ronde là-dessus, sur finalement, politiquement, est-ce qu'il y a des choses qui se font, comment ça se passe, etc. Alors, cette vaste question, mais qui va être répondue en quelques phrases seulement. Alors, le truc, c'est qu'on pourrait dire que, de manière générale, à la question comment est-ce que la société s'organise à l'arrivée de l'IA, on pourrait considérer qu'elle ne s'organise pas. Et qu'en fait, finalement, mais c'est un peu le problème c'est toute l'histoire de la régulation et de comment est-ce qu'on encadre des usages développés dans le secteur privé à ensuite l'échelle de la société. En fait, il y a une telle vitesse, une telle accélération du progrès technologique. Donc, ça commence avec Internet et évidemment encore aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus rapide. Donc, on est dans cette accélération du progrès technologique et donc ça fait que, en fait, l'usage devient massif. Au moment où en fait on n'a pas encore les cadres juridiques ou même le cadre culturel ou même les habitudes pour pouvoir encadrer et pour pouvoir s'adapter année après année ou au jour le jour au développement de ces nouveaux outils technologiques. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, il y a quand même des réactions et il y a quand même une tentative d'organisation. Alors, les instances politiques cherchent beaucoup à s'insérer dans cette question, et en fait avec une sorte d'exigence paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, on compte, nous en tant que citoyens, sur les responsables politiques et sur les institutions pour réguler, tout simplement. Et ça se fait surtout au niveau européen, évidemment. Donc, on connaît tous le RGPD, par exemple, qui a été une des régulations pionnières. Et aujourd'hui, au niveau européen, donc il y a l'IA Act, enfin bref, il y a tout un tas de régulations qui se mettent en place. Mais à côté de ça, il y a aussi un paradoxe qui est que, au niveau politique, l'IA, elle se comprend aussi comme une sorte de mise en concurrence ou une grande compétition internationale. Et donc, tous les pays cherchent à avoir leur petite place dans cette grande compétition internationale. Alors évidemment, nous, notre président de la République est très dans cette dynamique-là, on va dire. Et donc, évidemment, là, il y a un peu ce paradoxe entre des États qui sont à la fois juges et parties du développement de l'intelligence artificielle. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance potentiellement à un État pour réguler, alors que dans le même temps, il va pousser très loin l'utilisation de l'IA, alors à la fois au travail ou dans les institutions, mais aussi... Et je m'arrêterai là sur une note pessimiste, mais aussi dans des cas de police prédictive, de surveillance augmentée, de surveillance automatisée, d'automatisation des aides sociales, etc., etc. Donc là, évidemment, voilà, il y a une sorte de paradoxe sur lequel je finirai. C'est sur ces notes angoissantes qu'on peut les applaudir. Merci Mustapha Aswinar, merci Adrien Talent d'être venu sur le plateau de Travaillorama.